Professeur Bousmina a terminé, c'est-à-dire l'importance de la coopération intra-africaine. Et comme vous savez, c'est-à-dire le contexte que je vais décrire, il a été très bien, excellemment décrit ce matin, mais pour nous, en tant que chercheurs, il y a toujours un fil conducteur, c'est-à-dire il y a toujours une chaîne causale. Donc permettez-moi de revenir rapidement sur le contexte que je décris comme étant ainsi. Il y a d'abord un environnement marqué par la crise permanente. Nous sommes dans un moment de crise, c'est-à-dire la crise, à un moment donné, la crise c'était une exception. C'était un retournement conjoncturel et après on s'attendait à ce qu'il y ait un retour à l'équilibre rapidement. Ce n'est plus le cas maintenant. La crise est devenue permanente et donc par conséquent il faudrait qu'on s'adapte à une gestion permanente de la crise. C'est-à-dire les politiques publiques devraient s'adapter en quelque sorte. Après, pourquoi cette crise devient-elle permanente? Parce qu'il y a une espèce de contraste saisissant entre un monde multipolaire et une réticence au multilatéralisme. On voit que certains puissances qui avaient contribué significativement à la mise en place des règles de jeu qui régissent la mondialisation, les interactions économiques entre les pays, sont en train de renoncer, sont en train de remettre en cause cet ordre économique international, cet ordre économique international alien. Après, nous avons, et par conséquent, nous avons affaire à une nouvelle géographie de développement économique. Ça devient indiscutable, le fait que nous sommes en train d'assister à une espèce de déplacement de centre de gravité de la croissance mondiale vers l'Asie, aussi bien d'un point de vue économique, social, culturel, et j'en passe. Et la preuve en est que la Chine veut maintenant assumer sa part de responsabilité par rapport à tout ce qui est gouvernance mondiale, par rapport à la manière dont il va falloir réformer la gouvernance mondiale. Donc ça, c'est très important. Un autre élément, c'est donc un monde instable en quête de sens. Parce que dans ce monde instable, nous avons besoin de la ressource stabilisatrice. Et donc, en filigrane, par ressource stabilisatrice, il faut aussi entendre ressources développementistes. Donc, pour les uns, il faut que les uns, c'est-à-dire les uns et les autres, il faudrait qu'ils se rassurent. Que l'on soit au nord et au sud, il faudrait se rassurer. C'est-à-dire qu'il va falloir réinventer la coopération et réinventer la manière dont les uns perçoivent les autres. Et ça, c'est important. Et donc, après, notre hypothèse, c'est l'élément sur lequel nous travaillons, c'est que la politique africaine du Maroc, il y a eu une évolution processuelle depuis l'indépendance du Maroc jusqu'à maintenant. Et donc, l'output, c'est-à-dire la résultante, c'est que nous avons une politique africaine. Mais après, quand on remonte, on voit que cette politique africaine a évolué d'une manière processuelle. C'est-à-dire, la politique africaine du Maroc n'est pas quelque chose qui a été généré ex nihilo. Ça ne vient pas de rien, ça ne vient pas de néant, non. C'est la résultante d'un long processus de maturation des politiques publiques, c'est-à-dire d'implication des acteurs politiques, des acteurs associatifs, de la monarchie dans le modèle de développement au Maroc. Et donc, nous concevons la politique africaine du Maroc comme étant une ressource au service de la stabilisation. C'est-à-dire la ressource stabilisatrice par rapport à une région travaillée par plusieurs, on va dire, par plusieurs menaces ou marquée par l'incertitude, elle peut modestement contribuer à la stabilisation. Et donc, la remise, je vais revenir rapidement, la remise en question du multilatéralisme, donc ça devient maintenant, c'est une évidence. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus, parce que tout le monde, c'est-à-dire toutes les puissances classiques, veulent remettre en cause ces règles de jeu, parce que ça leur profite guère. À un moment donné, on voit c'est-à-dire cette image, c'est-à-dire elle résume tout mon propos, c'est qu'on voit deux puissances qui avaient joué un rôle très important dans la création des institutions qui ont régulé la mondialisation. Jusqu'à maintenant, ils sont en train de s'en aller. Et les autres, tant bien que mal, ils sont en train de chercher les ressources que je viens de décrire, c'est-à-dire les ressources stabilisatrices, pour éviter que ce monde ne s'écroule en quelque sorte. Et donc, il faut faire preuve d'imagination, il faudrait parler de nouvelles modalités de coopération, et j'en passe. Donc, quand je regarde vers l'Occident, quand on parcourt, c'est-à-dire certains écrits sur l'Occident, la situation de l'Occident, il y a le doute. L'Occident, maintenant, est marqué par le doute, tout simplement parce qu'il n'a plus ce récit, c'est-à-dire ce qui a fait en sorte maintenant qu'il y ait création de richesses, redistribution, qu'il y ait compromis, ainsi de suite. Tout ça, c'est en train de s'effriter, et donc, du coup, c'est le doute qui prend la place.
Et donc, on s'installe dans une espèce de crise multidimensionnelle. Je parle des crises, et pas une crise, c'est-à-dire c'est au pluriel, parce que crise sociale, crise politique, crise économique, nous sommes dans un monde travaillé ou marqué par la crise. Et après, nous avons le populisme de part et d'autre. Donc, il y a des tentatives de repli sur soi, c'est-à-dire des tentatives de repli identitaire, et des tentatives aussi de reprendre, de reprise de contrôle de la part des États-nations. Donc les États-nations, ils essaient de reprendre le contrôle. Ils savent que ça devient impossible parce que nous sommes dans un contexte, dans un monde hyper mondialisé, pour ne pas dire seulement mondialisé, mais ils font des tentatives tant bien que mal, ne serait-ce que pour contenter une population qui devient de plus en plus mécontente. Par conséquent, il adopte une espèce de démocratie émotionnelle et pas de démocratie, c'est-à-dire classique, telle que nous l'avons connue. Je vote contre toi parce que je suis vexé, je suis mécontent des politiques publiques que vous êtes en train de mettre en place. Donc, ce n'est plus la démocratie classique que nous avons connue, alors que de l'autre côté, au sud, nous sommes dans un mouvement de démocratisation. On veut vraiment connaître une véritable démocratie. Alors que maintenant l'Occident, c'est-à-dire, on ne va peut-être pas dire, dont nous nous sommes inspirés en matière de démocratie, il est en train de douter. Est-ce que vraiment la démocratie, c'est le meilleur système qui nous convient en quelque sorte? Ou bien, il va falloir tout remettre en cause. Surtout que la Chine vient de l'autre côté, elle est en train d'exercer une espèce de compétitivité considérable sur nos économies. Et nous pousse à nous réinventer. Et nous pousse à repenser la manière dont nous faisons de la politique et peut-être à repenser la démocratie. Et après, donc le repli sur soi, j'en ai passé, le protectionnisme, j'en passe. Donc l'Afrique. L'Afrique, c'est qu'à un moment donné, nous avons parlé, l'Afrique, M. Bousmila a très bien décrit la situation de l'Afrique et les défis auxquels il est appelé à faire face. Mais l'Afrique, à un moment donné, il a souffert, il a extraordinairement souffert de ce qu'on appelle la volatilité des prix des matières premières. Parce que l'Afrique, elle exporte des matières premières et donc il a subi les soubresauts, c'est-à-dire les yo-yo de ce que l'on appelle les prix des matières premières. Et maintenant, il va subir les yo-yo, c'est-à-dire cette volatilité de cette démocratie émotionnelle. Parce que même la diplomatie, elle devient émotionnelle. Et du coup, aujourd'hui, je peux signer une convention avec toi. Dans peut-être 3 mois, je vais remettre en cause cette convention. Parce que tout est marqué par l'incertitude. On n'est plus dans un monde stable, c'est-à-dire on peut l'analyser avec des lunettes, c'est-à-dire classiques. C'est-à-dire ça change de tout. Et donc, même en matière de gestion diplomatique, c'est la crise. La diplomatie de la crise, en quelque sorte. Et donc l'Afrique, maintenant, il va falloir qu'elle se dote de ressources stabilisatrices. C'est là où je conçois la politique africaine de Maroc comme une ressource stabilisatrice pour se prémunir contre ces risques, pour se prémunir contre ces changements qui sont en train de se passer, de se produire au niveau international. Donc la nouvelle géographie de développement économique mondial, de développement économique, vous connaissez, il y a l'émergence de l'Asie. Donc quand on fait une prospective, quand on essaie de se projeter dans l'avenir, l'Asie va s'affirmer de plus en plus. Donc ça devient une puissance, c'est-à-dire l'Asie, principalement la Chine, elle devient une puissance économique incontestable en quelque sorte. Et donc, qui parle de la Chine, qui parle de l'Asie, elle parle peut-être, nous parlons en filigrane, de l'émergence de nouveaux modèles de développement. Et donc pour nous, en tant qu'Africains, de nouvelles sources d'inspiration. Ça c'est très important parce que j'ai parlé au bas de slide, je parle de développement de l'Afrique dans ce contexte tributaire de son intégration. Donc, c'est-à-dire de nouveaux modèles de développement, donc de nouvelles sources d'inspiration, ça c'est très important. Même dans ce contexte de crise, nous assistons à la fin de modèles uniques. Il n'y a plus de modèle unique, modèle occidental, ainsi donc tout le monde va s'inspirer. Ça peut être les institutions industrialisantes, ça peut être c'est-à-dire le développement par substitution des importations aux exportations et j'en passe. Ça n'a rien à voir. Nous sommes en train d'assister à l'émergence de nouveaux modèles de développement. Quand je parle d'un modèle de développement, c'est-à-dire d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique et j'en passe. Donc nous sommes en train d'assister à l'émergence de nouveaux modèles de développement qui peuvent inspirer les pays africains. Et donc après, besoin des ressources stabilisatrices, comme je le dis. Ces ressources stabilisatrices, on peut les chercher dans la coopération mondiale. Mais, comme je viens de vous dire, cette coopération mondiale est en crise, en quelque sorte, tout simplement, parce qu'en tout cas, jusqu'à maintenant, les grandes puissances n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et peut-être elles risquent de ne pas se mettre d'accord pendant 20 ans, pendant 30 ans, si on essaie de faire des scénarios. C'est-à-dire ces tensions risquent de demeurer pendant au moins 30 ans. C'est-à-dire que pendant 30 ans, on vivra dans le monde de crise. On vivra dans une situation de crise pendant 30 ans.
Et donc, c'est-à-dire, notre hypothèse, c'est que la coopération mondiale, au l'état actuel des choses, ne peut pas être cette ressource stabilisatrice dont nous avons tous désespérément besoin. Donc, la coopération nord-sud, c'est-à-dire, ça nous interpelle et ça nous fait poser une question, où est le Nord? Quand on voit la Chine, comment elle émerge, quand on voit Singapour, quand on voit certains modèles, leur classement par rapport à l'indicateur PISA, c'est-à-dire on se pose la question, où est le Nord? Est-ce qu'il y a une inversion des rôles en quelque sorte? De toute façon, ce sont des questions que nous posons. Et après, nous avons la coopération sud-sud, c'est-à-dire une coopération entre pays en développement. Et au sein de la coopération sud-sud, par exemple, jusqu'à maintenant, nous continuons à mettre la coopération entre le Brésil et l'Afrique, la coopération entre la Russie et l'Afrique, la coopération entre la Chine et l'Afrique, dans le box coopération sud-sud. Donc peut-être à cette coopération sud-sud s'ajoute une autre coopération, c'est la coopération intra-africaine. Et là, en la matière, nous avons le Maroc qui joue un rôle très important en la matière. Et donc, les modèles de développement à la place de modèles, j'en ai parlé, ça, c'est une image qui nous vient d'Asie. Et ça, c'est très significatif. C'est la coopération mondiale dont nous avons besoin, c'est la coopération régionale dont nous avons besoin, c'est la coopération intra-africaine dont nous avons besoin. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous assistons à l'émergence de nouvelles sources d'inspiration. Peut-être qu'on peut s'inspirer de cas asiatiques, ce qu'on appelle d'un point de vue théorique le vaudois sauvage. C'est-à-dire, on va essayer de faire les choses ensemble. On va essayer de voler ensemble, on va essayer de s'entraider ensemble. Et ça peut être très important, ça peut nous inspirer d'une manière considérable. Et c'est là où le Maroc, c'est ce que fait le Maroc. C'est pas, sans caricaturer, sans exagérer, c'est ce que fait le Maroc pendant les 20 dernières années, voire même avant. Et il essaye de mettre en place une espèce d'ingénierie collective, d'intelligence collective avec les autres pays africains. Et donc l'évolution processuelle de la politique africaine du Maroc, il y avait d'abord une espèce de panafricanisme de libération auquel le Maroc a considérablement contribué. Le Maroc avait reçu la conférence de Casablanca et donc l'objectif à l'époque c'était, on avait commencé à parler des États-Unis d'Afrique, avec faire en sorte que cette Afrique accède à son indépendance et décide de son avenir d'une manière indépendante et ainsi de suite. Par la suite, les relations entre le Maroc et les autres pays africains, ils ont suivi leur bout de chemin jusqu'à ce qu'on arrive à une espèce de bilatéralisme. Donc à un moment donné, après la conférence de Casablanca, après l'incident, on va dire, diplomatique, le retrait du Maroc de l'Organisation de l'Unité africaine, on s'était installé dans une espèce de bilatéralisme. C'est-à-dire, le Maroc a essayé de renforcer ses relations avec les autres pays africains dans un cadre bilatéral. Et donc, après, pendant cette trajectoire, il y avait le modèle national de développement. Le Maroc avait commencé à mettre en place des politiques de développement, il avait commencé à mettre en place des politiques sectorielles, il avait commencé à mettre en place des réformes institutionnelles, donc gouvernance économique, sociale, sectorielle, et j'en passe, d'un point de vue économique. Et donc, c'est ce modèle de développement, ces politiques sectorielles de développement, ils lui ont permis d'accumuler de l'expérience. Il y a de l'expérience dont le professeur Bousmina parlait tout à l'heure, il y a une accumulation. C'est vrai que nous sommes en plein débat sur le modèle de développement marocain. Il y a des limites, certes, mais il y a des acquis. Il y a des acquis qu'il va falloir préserver. Il y a des acquis, c'est parce qu'il y a des acquis que le Maroc assure et est de plus en plus présent dans les autres pays africains. Et du coup, par rapport aux relations entre le Maroc et les autres pays africains, tout en restant dans un premier temps dans un cadre de bilatéralisme, nous avons commencé pas à recycler, parce que c'est pas comme ça qu'on décrit les choses, nous avons commencé à mettre cette expérience accumulée au niveau national à la disposition des autres pays africains, en impliquant un ensemble d'acteurs, qu'il s'agisse des acteurs publics ou des acteurs privés. Et donc, du coup, ces relations qui étaient bilatérales et classiques, c'est-à-dire une diplomatie, l'objectif principal, c'était de garder contact, mais tout en sachant que dans les années 70-80, il y avait aussi une coopération à vocation, dont l'objectif principal, c'était l'échange d'expériences, mais pas aussi significative que cela. Mais après c'est-à-dire à partir des années 2000, nous avons assisté à un renforcement de ces relations, et donc du coup, ces relations qui étaient dans un premier temps classiques, ils ont commencé à revêtir un caractère stratégique. Donc, c'est-à-dire des relations qui deviennent de plus en plus stratégiques, étant donné les domaines dans lesquels portent ces relations. Des domaines, je l'ai décrit tout à l'heure, des domaines ayant trait, par exemple, à l'agriculture. Le professeur Bousmina parlait tout à l'heure des défis par rapport à l'agriculture, et donc il faut que l'on pense le plus rapidement possible à la productivité agricole. Le Maroc a une expérience à faire valoir, elle est en train de la faire valoir. Ça, c'est très important. Et dans cette démarche,
il y a la conjugaison des efforts de politique, de l'économie, du secteur privé, du secteur public, et ça c'est très important, et c'est intéressant. Et donc après, il y a eu beaucoup d'investissements, je vais en parler tout à l'heure. Donc le Maroc, c'est-à-dire les opérateurs marocains, ils ont accumulé une expérience très importante. Et finalement, c'est-à-dire quand on voit, finalement, ça nous a donné une espèce de politique africaine. Je vais la décrire. Derrière cette politique africaine, il y a des acteurs politiques, économiques, sociaux, et j'en passe. Donc il y a la conjugaison des efforts de plusieurs acteurs. Il y a la présence de plusieurs secteurs. À chaque fois que le Maroc accumule une expérience dans un domaine, dans un champ donné, elle met cette expérience à la disposition des autres pays africains. C'est très important en matière de conception des politiques publiques. Je n'ai pas cherché pendant longtemps, je n'ai pas versé énormément d'argent et faire des gabegies en matière de dépenses publiques. Il suffit que je me dote d'une vision en tant que pays africain. Il y a un autre pays africain qui peut venir apporter son expérience, qui lui a coûté peut-être cher, mais qui peut la mettre à notre disposition. Et ça, c'est capital et c'est important. Et après, les niveaux. Parce que le Maroc, dans sa politique africaine, il n'y a pas que le niveau national. Je viens de vous dire qu'il y a eu l'accumulation d'une expérience au niveau national. Mais quand on essaie d'analyser en profondeur la politique africaine du Maroc, on voit qu'il associe 3 niveaux. Il y a le national, l'expérience est acquise au niveau national. Il y a le régional, parce qu'il y a une maturation en matière de processus d'investissement, en matière de la manière dont les opérateurs marocains prennent en compte dans leur stratégie d'investissement les impératifs de changer peut-être des inputs, c'est-à-dire des produits qui entrent dans la production d'un produit final, faire en sorte qu'il y ait un renforcement des investissements intra-africains en tenant compte de la stratégie des uns et des autres. Pourquoi pas? C'est-à-dire faire une conjugaison des modèles de développement nationaux et faire en sorte qu'il y ait un modèle de développement régional. Parce que quand on essaye de voir la manière dont l'Afrique participe à la mondialisation, donc il y a la chaîne de valeur mondiale asiatique, il y a la chaîne de valeur mondiale américaine, il y a la chaîne de valeur mondiale européenne. L'Afrique, il est nulle part. Donc il est temps pour l'Afrique, le professeur tout à l'heure en a très bien parlé, quand on voit les innombrables défis auxquels fait face l'Afrique, on se rend compte d'une évidence, c'est que l'industrialisation est un horizon indépassable pour l'Afrique, c'est-à-dire l'impératif de l'industrialisation. On ne peut pas raconter à l'Afrique ou aux Africains comme quoi on peut aller de l'avant sans passer par l'étape d'industrialisation. Il faut absolument passer par là, et donc de l'importance de commencer à réfléchir. Et la politique africaine du Maroc, il nous met au cœur de cette réflexion à partir du moment où on commence à voir se développer cette chaîne de valeur africaine. On transforme les ressources in situ, on crée des complémentarités financières, des complémentarités sectorielles, et l'objectif peut-être, c'est de mettre en place un élan, on va dire, transformationnel au niveau de continent. Donc ça, et on voit aussi que le Maroc accorde une place importante au développement humain. Parce que tout à l'heure, le professeur Bousselina a parlé du fait qu'il y a des taux de croissance importants en Afrique, mais ces taux de croissance importants ne sont pas convertis en développement humain. Et on voit que le Maroc, il y a des limites de modèle, bien sûr, par rapport à l'initiative nationale de développement humain, la mise en place de l'initiative nationale de développement humain, mais on voit qu'il y a une accumulation. Il y a une accumulation par rapport à la manière dont on peut lutter contre la pauvreté, dont on peut renforcer les capacités. Parce que c'est des capacités dont il faut parler, pas seulement la pauvreté. La pauvreté, il y a la pauvreté monétaire, peut-être l'objectif étant de générer une dynamique d'industrialisation pour mettre en place un système économique capable d'absorber tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et il y a aussi d'autres facettes de la pauvreté multidimensionnelle. Peut-être le Maroc, par rapport à la pauvreté multidimensionnelle, il a accumulé pas mal d'expériences, l'électrification et j'en passe, qu'il est en train de mettre à la disposition des autres pays. Quand on essaie d'analyser l'ensemble des accords signés entre le Maroc et les autres pays africains, on voit que le volet développement humain occupe c'est-à-dire une part de 76% des accords et conventions signés. On n'est pas dans des relations mercantilistes, exclusivement mercantilistes, nous sommes dans des relations développementistes basées sur la solidarité et j'en passe. Donc ça, ce sont l'ensemble des visites effectuées par Sa Majesté en Afrique et on voit que le Maroc aussi le Maroc change d'approche, c'est-à-dire à un moment donné, il était prisonnier du développement des relations peut-être avec les pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Mais ce n'est plus le cas. Pendant ces dernières années, on voit que le Maroc s'ouvre de plus en plus vers les pays d'Afrique anglophone et tout en établissant
des relations stratégiques avec les pays d'Afrique anglophone. Nous avons à l'esprit ce projet, ce méga-projet de gazoduc Maroc-Nigeria, auquel le Nigeria croit énormément, comme le Maroc et ainsi de suite. C'est un projet qui peut avoir des retombées extrêmement importantes sur l'ensemble du continent. Parce qu'il n'y a pas que le côté distance kilométrique, c'est-à-dire l'espace qui est un réceptacle par lequel va transiter, va passer le gazoduc et tout. Il y a cette idée transformationnelle, il y a cette idée mise en complémentarité des ressources tout le long de ce gazoduc et j'en passe. Donc je n'ai pas le temps de m'y attarder davantage. Après, maintenant, les investissements, on voit que ça a évolué, mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le volume, parce qu'en termes de volume, si on compare le Maroc à la Chine, à la France, aux autres pays, on va dire qu'il y a circulé, il n'y a rien à voir. Mais il faut voir l'importance, c'est-à-dire cette volonté de transformation, cette volonté de connexion, cette métamorphose au niveau de la gouvernance d'entreprise, qui tient compte des impératifs de la politique de développement du pays en question. Donc, conclusion, le Maroc retrouve sa place au sein de l'Union africaine en étant porteur d'un modèle de coopération intra-africaine. Ce modèle de coopération intra-africaine, je peux le résumer rapidement. Pour le Maroc, la nécessité pour l'Afrique de transformer ses ressources in situ et de faire, c'est-à-dire de permettre le développement des champions africains, pas seulement des champions nationaux marocains, mais des champions africains, c'est-à-dire des entreprises africaines qui mettent en place des alliances entre elles, et ça c'est important. Donc, un nouveau discours en phase avec les défis et les ambitions de la nouvelle génération des leaders africains. Nous avons affaire à une nouvelle génération de leaders, et ça c'est très important. Et qui croient, il y a une espèce de retour de panafricanisme, mais pas un panafricanisme de libération, c'est un panafricanisme de développement. Et le Maroc, il fait partie des pays qui défendent énormément cette idée de panafricanisme de développement, ce qui permettra de faire converger les vues, visions autour des projets de portée régionale et continentale, la convergence de modèles marocains de coopération sud-sud, l'agenda 2063 et surtout les priorités de l'Union africaine est un enjeu majeur pour la politique étrangère du Royaume. Merci de votre attention.